Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Mais qu'est-ce que c'est que Originals ? Originals, c'est l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des exclusivités de plateforme. Des films bien sûr, mais aussi des séries en passant par des documentaires, de la télé-réalité même, et aussi des animés ou du direct, parce qu'il y en a aussi sur les plateformes. Un podcast, donc Originals, à retrouver chaque vendredi à 17h. Et si vous aimez ce que vous écoutez, ou que vous tombez sur nous par hasard, laissez-nous un like, des étoiles, des commentaires, des partages, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est à peu près partout, et on a besoin de vous. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Et aujourd'hui, vu le sommaire, c'est le mec qui a eu l'idée d'Original. Un jour, il a débarqué, il m'a dit « J'ai une idée ». Il m'a regardé, alors je l'ai regardé. Je lui ai dit « C'est quoi ?» Il m'a dit « Une émission sur les plateformes ». Alors on s'est regardé. Bref, c'est Gauthier Jorgensen et vous écoutez Originals. Salut Romain. Salut Gauthier. Une petite intro de circonstance. Et d'autant plus que je me suis permis de prendre un peu de temps puisque nous serons seuls tous les deux aujourd'hui. Et donc, j'ai le plaisir de te dire que c'est toi qui passeras à l'interview originale en fin d'émission. Un petit goût de mon propre médicament, c'est nous qui avons élaboré ça, maintenant c'est à mon tour d'y passer, c'est très bien. Je rappelle que Originals est un podcast en partenariat avec Cinématiseur. Tout à fait, et au programme de cette semaine, donc la saison 2 de Bref ou Bref 2, plus de 13 ans après le succès de la saison 1, notre rubrique Ne cherchez plus, avec bien sûr une recommandation de Gauthier pour arrêter de scroller devant sa télé. De quoi tu nous parles Gauthier aujourd'hui ? On va parler de White Lotus, une série que tu connais aussi bien que moi maintenant, puisque la saison 3 va sortir prochainement, donc on va revenir sur les 2 premières saisons. Et on se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et comme je le disais, vous pourrez découvrir en toute fin d'émission l'interview originale de notre Gauthier. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Après plus de 13 ans, la série courte à succès Bref revient sur nos écrans. Une surprise annoncée il y a seulement quelques semaines par ses créateurs et voulue comme un cadeau pour les téléspectateurs. Bref 2, ça parle de quoi après les 82 épisodes de 5 minutes à peu près de la saison 1 qui s'étendaient sur la vie d'un trentenaire parisien un peu paumé. On fait le point en 6 épisodes cette fois, de 30 à 40 minutes sur un cadra parisien un peu paumé. Exactement, ouais. T'es là ? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein. Pourquoi j'ai quoi ? 40 ans. Petite merde. Quoi ? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Tu vas faire quoi ? Putain, mais lâche-moi ! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre ! J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo ? Ouais, c'est un fromage Bah, de il chèvre. pue la merde, ton fromage de merde ! Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix et ont changé de vie. Merci à toi, Bertrand. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Là, je le sais pas encore, mais je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, Ça arrive à tout le monde d'être en galère. Hein. T'es parfait, toi ? des gens qui vont me soutenir, des gens bizarres et Ah, toi, t'es... des gens qui finissent pas leurs phrases. Parce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou le... Ah ouais, non, mais de toute façon... Non, toi, t'es arrivé en... Ça y est, il a 40 ans et le constat est amer. À force de non-choix et de ne jamais réellement se prendre en main, il se retrouve encore et encore à la même place, en galère de thunes, sans copine et sans travail. Un énième retour à la case départ qui va enfin le motiver à réagir et à se prendre en main, à écouter quelqu'un d'autre peut-être, et surtout quelqu'un d'autre que la voix dans sa tête. Vous l'aurez compris, c'est ce pitch-là que Kian Kojandi et Bruno Muccio, aussi connus sous le nom de Navo, ont imaginé cette suite à Bref, phénomène Canal+ de 2011-2012. Hein, c'était, je crois, Denisot qui avait donné sa chance un petit peu à Kian Kojandi et ses équipes. Exactement, il faut rappeler que c'était donc une petite pastille vidéo, Bref, qui passait au sein du Grand Journal, il me semble, à l'époque. Et donc, c'est un format très différent que nous propose cette suite, puisque avant, il était question de suivre 82 épisodes de quelques minutes avec un travail assez virtuose et assez novateur sur le montage. C'est-à-dire qu'il arrivait, mine de rien, en quelques minutes, à raconter des choses qui pourraient tenir dans un épisode de 20, 30 à 40 minutes, mais par le montage, par le cut et par la voix off, beaucoup, cette voix qui était dans sa tête et qui allait à 2000 à l'heure, quoi. Elle était accélérée, je crois d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et il arrivait à faire tenir en quelques mots et en quelques minutes
énormément d'émotions, de sujets, d'humour et tout ça. Maintenant, c'est passé de Canal+ à Disney+, ce qui, économiquement parlant, fait partie de la guéguerre actuelle entre Canal et Disney. Hein. C'est un vrai revers. Donc, c'est passé sur Disney+, sur un tout autre format. Ce sont plus du tout des épisodes de quelques minutes, ce sont des épisodes qui durent plutôt 30 minutes, 40 minutes. C'était ma première appréhension, moi, c'était de me dire, comme quand Kaamelott est passé d'un format court à un format long, à part si on est très fan de Kaamelott, moi j'ai tout de suite ressenti qu'on était sur un rythme qui n'était pas vraiment celui de Kaamelott et qui ne devait pas être celui sur lequel Kaamelott tournait. Donc j'avais peur que ça fasse ça à Bref aussi. En tout cas, c'était effectivement, dans le cas de Kaamelott, un changement de type de programme, avec un ton aussi radicalement différent, beaucoup plus dans le drama. Exactement. On va pas redire ici et spoiler peut-être pour certains et certaines la fin de Kaamelott, mais ça va chercher beaucoup plus sombre que les blagues de Perceval. Bien sûr, mais il y a aussi un petit peu ça dans Bref 2. Le format, évidemment, invite Kian Kojandi à ne plus faire du montage très très cut et de la voix off qui va hyper vite et à raconter des choses dans des toutes petites scènes, dans des tout petits épisodes. D'ailleurs, on imagine bien que si ces 6 nouveaux épisodes nous proposaient ça pendant 40 minutes, ça serait intenable, quoi. Ça serait très difficile. Et comme le format est beaucoup plus long, là, il a le temps de raconter des choses, et il a le temps de raconter des choses très, très personnelles. C'est vraiment de l'autofiction, ce Bref. Que ce soit le Bref initial ou Bref 2, il y a quelque chose de ça. Quel était ton rapport avec Bref 1 ? C'est une série que tu avais suivie, aimée, ou tu avais rejoint le train ? Comment ça s'était passé pour toi ? Alors, je ne fais pas du tout partie des fans hardcore de Bref qui ont vu tous les épisodes et tout, mais je me souviens très bien, d'une part, de la claque du format. Des premiers épisodes que j'ai vus, que j'ai attrapés comme ça un petit peu par hasard, et de me dire waouh, le gars tient un truc super nouveau, quoi. Il y a un ton, il y a un savoir-faire dans le montage, il est très fort, quoi. Il possède son truc, il a un truc unique pour se raconter lui-même. Donc ça, je me souviens de la baffe que ça m'avait mise, et surtout j'ai un attachement tout personnel à Bref, parce que quand Kian Kojandi a signé son contrat et mis ses premiers épisodes dans le Grand Journal, c'était le moment où moi-même, ça se dénouait dans ma vie, je passais du chômage à un premier job et tout ça. C'est vraiment le moment où ma carrière s'est un peu enclenchée. Et je me souviens m'être dit, c'est drôle comme ce personnage qui a peu ou prou le même âge que moi est en train de vivre des bonnes nouvelles en même temps que moi. Alors, on n'a pas du tout eu des trajectoires similaires, loin de là. Mais je me souviens d'ailleurs que ça avait été, quand je travaillais à l'époque à la rubrique court-métrage chez Allociné, une de mes premières interviews, Kian Kojandi, et que je l'avais interviewé vraiment sur un coin de table au Centre national de la cinématographie, et que ça avait été une interview particulièrement à la fois timide et chaleureuse, parce que lui, il n'était pas encore dans un moment de célébrité incroyable. Sa célébrité démarrait, mais on venait de passer une table ronde où il y avait encore des journalistes qui lui disaient « Excusez-moi, mais vous êtes qui ?» Et il devait s'expliquer sur qui il était, alors que c'était déjà une grande vedette. Puis moi, j'étais un jeune journaliste débutant, donc vraiment, on se regardait comme deux gars qui avaient pas de passé et qui commençaient leur carrière, quoi. Tu veux dire que tu l'as regardé, il t'a regardé ? Exactement, c'est ça. Tu parlais de ce format long qui, moi je voulais savoir si pour toi, du coup, ça a atténué le rythme, parce qu'on est quand même dans une période où les formats courts, c'est un petit peu la mode et la tendance. Faut que ce soit, j'allais dire catchy, faut que ça attrape l'attention et que tout de suite tu consommes tu passes à autre chose. En tout cas, c'est comme ça que sont construits les stories sur les réseaux sociaux, les TikTok, etc. Et là, il y a un choix qui est paradoxalement le contraire. Alors, il est peut-être dicté par Disney, on n'est pas dans les coulisses. Au final, est-ce que tu retrouves Bref, malgré ce changement de format ? On retrouve le personnage totalement, malgré le changement de format. Et surtout, il y a quelque chose de très libre dans ce Bref 2, parce que on aurait pu s'attendre de Kian Kojandi qui devienne une sorte d'influenceur ou qui fasse des vidéos sur YouTube ou justement qui prenne le chemin de TikTok ou qui devienne un espèce de super Squeezie comme ça. Ça aurait été totalement possible. Et finalement, à travers les choix qu'il a fait, alors bien sûr, il a Hot Ones, il a ses spectacles, mais à travers les choix de carrière qu'il fait,
il montre un visage de lui beaucoup plus posé, je trouve. Et surtout, c'est formidable de voir Bref 2 parce que personne n'a demandé Bref 2. Il y a une liberté totale de ton puisqu'il n'y avait pas d'attente, si tu veux. Donc, si j'ai bien suivi, ils ont fait tout ce tournage sous couvert d'une autre identité pour que ça ne fuite pas du tout. Donc, ils ont appelé le projet autrement. Et puis, il y a certains figurants qui découvraient sur le plateau qu'au fait, ils étaient en train de tourner Bref 2. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à garder un contrôle total sur ce qu'ils étaient en train de faire. Et je trouve ça intéressant parce que ce contrôle total permet à Ken Kojandi de vraiment faire autre chose et de montrer de nouvelles facettes de sa personnalité. Alors, il se raconte beaucoup lui-même. C'est même difficile de faire la part des choses entre son expérience, son vécu, ses traumas, ce qu'il a vraiment expérimenté, et puis quand même le personnage, la fiction, le personnage qu'il est bien obligé d'écrire, parce que on ne suit pas Kian Kojandi qui est devenu un peu une restar. On suit un mec qui est toujours quelqu'un de normal, quelqu'un qui n'est pas célèbre et tout ça, qui a eu des fausses aventures il y a 13 ans, et ces personnages, pour certains, reviennent et tout ça. Il arrive surtout, je trouve, à compenser et à faire oublier ce qui était Bref avant, en déployant notamment un certain savoir-faire en mise en scène qui m'a beaucoup impressionné, moi. Et alors justement, au-delà du triangle amoureux qui était le nerf de la guerre de la première saison, on va dire, cette saison 2, elle pousse les boutons et les potards un peu plus loin, notamment dans le drame, en abordant des sujets comme la parentalité, les conséquences face à ses choix et ses non-choix, justement. Est-ce que c'est le destin de tous les quadras d'avoir ce genre de d'introspection? Je pense pas que ce soit le destin de tous les quadras d'avoir cette capacité à mettre en scène ou à verbaliser ou à intellectualiser le drame intérieur qui se passe dans tout un chacun. Mais lui, il est très fort parce qu'il est artistiquement très compétent. Voilà, c'est vraiment un artiste. Donc, il sait s'exprimer. Il sait extérioriser ses tocs, ses névroses, tout ce qui lui pourrit la vie. Bien sûr que c'est à cet âge-là qu'on perd ses parents, qu'on a des enfants, qu'on se marie, que la vie prend une forme de stabilité et qu'en même temps on vit des chocs assez traumatiques. Mais lui a vraiment une très très forte capacité à le porter à l'écran. On se dit par moments qu'il s'inspire du cinéma de Michel Gondry. Il a des idées très fortes. Par exemple, il y a un épisode où il retombe dans une dépression très forte. Et donc son lit fait plusieurs dizaines de mètres de long pour montrer qu'on s'en sort pas, quoi. On a beau se rouler dans son lit, il n'y a jamais de fin à son lit, et la fin de son lit parfois c'est un trou sans fond, quoi. Quand on tombe de son lit, on tombe comme si le monde extérieur était un puits sans fond. Ou, je sais pas, il met un canapé de 10 km de long pour une scène, pour montrer que quand quelqu'un s'assied à côté de lui dans son appartement, sa coloc, il ne peut même pas l'entendre tellement elle est loin, alors qu'elle est assise juste à côté de lui. Il y a vraiment des trouvailles visuelles dans cette suite qui sont très belles. Matérialiser aussi un concept métaphorique. Voilà. Typiquement, à un moment, c'est pas un énorme spoil parce que ça dévoile rien de l'intrigue, mais il imagine que créer un couple, c'est bâtir une voiture ensemble et partir sur les routes dans un monde un peu idyllique, et que chacun a donc sa voiture selon oui, selon et que ta voiture ressemble à ton couple. Ouais. Voilà, ouais. Ça c'est pareil, ça c'est un truc qui tient en fil rouge un petit peu tout le long de la saison, et c'est vrai que le fait comme ça de mettre en image de manière très concrète des idées qui sont au demeurant que des projections, c'est vraiment une force. Et il le fait plein de fois à d'autres occasions beaucoup plus intenses, et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on retient quand on se remémore un petit peu la série aussi. Oui, et puis bon, la série parle beaucoup, on va pas trop la spoiler, mais elle parle beaucoup de la disparition de son père, et ça le force à aller puiser des souvenirs d'enfance qui vont devenir des petits fils rouges aussi. Par exemple, l'histoire d'un plongeon à la piscine qu'il n'a pas été capable de faire et tout ça. C'est marrant parce que c'est très difficile de faire ce travail très impudique, quelque part, d'aller fouiller dans ses traumas, de se dévoiler, de se mettre à nu, psychiquement, mais quand même de se mettre à nu, et de le faire tout de même avec une pudeur colossale, je trouve.
Il y a pas mal de sujets ouais, qui sont mis en avant, et notamment justement quand on a des amitiés très longues qui datent depuis de très longtemps. Est-ce qu'on est encore en phase aujourd'hui? Ouais. Il y a pas mal de choses comme ça. Moi, je voulais t'interroger. En saison 1, il y avait énormément de personnages où on découvrait au fur et à mesure des épisodes qu'en fait, c'était pas des vrais personnages, mais c'était des concepts, encore une fois. Là, évidemment, tous ceux qui avaient été éventés ne peuvent pas revenir. Par contre, il y en a des nouveaux. Alors, je sais qu'en interview, celui-là a été cité, donc on peut en parler. Il y a notamment ce couple qui fait des spoilers en plein épisode. Ah oui. Ouais, c'est assez marrant, ça. Il met en scène, au fait, il te met en scène toi. Il t'invite toi à l'intérieur de sa série. C'est l'image de toi qui est dans ton canapé avec ta femme en train de dire ah mais j'ai compris qui c'était machin, ça sera sûrement, et l'autre qui dit non mais moi j'ai pas compris donc me dis rien et tout ça. C'est très marrant, c'est très amusant. Ça, effectivement, c'est un humour qu'il a gardé du format d'il y a 13 ans. Il est toujours assez incisif et parfois un peu grinçant, mais il est toujours en forme sur le côté de l'humour. Ce qui est beau à voir, c'est que, la saison 1 était une claque dans le format, mais c'était une claque humoristique. Tu te disais pas, voilà une œuvre. Et ce qu'il y a de beau avec Bref 2, c'est que c'est beaucoup plus une œuvre d'art, là, pour le coup. Oui, notamment sur la forme, comme tu disais, mais aussi sur le fond. Hein. Là, on va quand même beaucoup plus au fond des choses. Moi, j'ai été cueilli par certains des épisodes et par certaines situations, et comment est-ce que le personnage les affrontait, qu'il réussisse ou pas d'ailleurs. Et on retrouve cette patte, notamment, et pas mal de références, on va dire, geek, en tout cas de références pop culture. Ça fait partie du personnage de Ken Kojandi, et il s'en cache pas du tout, ou même celui de Bruno Muccio, qui était aussi auteur de bande dessinée. On lui doit notamment la bande pas dessinée, hein, donc juste 3 cases et des bulles. Comme quoi, c'est aussi un auteur pour l'occasion. Tu penses que ça participe vraiment aussi au succès de Bref, cette proximité des gens qui l'incarnent avec leur public? Il incarne effectivement très très bien les quadras qui ont grandi avec le Club Dorothée et tout ça, et qui maintenant sont un petit peu des gens comme nous, quoi. C'est un portrait dans lequel on se reconnaît assez facilement. Peut-être aussi parce que nous deux, on vit à Paris, mais Kian Kojandi n'est pas quelqu'un qui vient de Paris, hein. C'est quelqu'un qui a grandi à Reims et tout ça. Donc, c'est pas l'image parfaite du bobo parisien et tout ça. C'est quelqu'un qui se trouve être là. Et Paris est une ville assez violente à vivre, donc on rencontre beaucoup de gens. Effectivement, on est amené sur le tard à se remettre en question, à remettre ses vieilles amitiés en question, à naviguer entre beaucoup de gens. Et à devoir faire plein de boulot et tout ça. Enfin, voilà, il y a un peu de l'agitation parisienne qui est injectée dans Bref. Ouais. Alors justement, tu disais qu'il y avait beaucoup de monde. On a des retours, hein, comme celui de Baptiste Le Caplin, mais voilà, qui a été l'ancien coloc un peu loser et qui a pris un virage radicalement différent. Oui, il a une vie hyper installée, c'est un super papa et tout ça. Ouais. On a Bérangère Krief qui était le plan cul, c'est comme ça qu'elle était définie, et Marla, et là qui aujourd'hui vit un trouble. Oui, et qui a une espèce de manière d'être coach de vie. Elle donne tout le temps des super conseils, mais en même temps, elle est restée un peu fofolle. Il y a tout un moment où on la voit ramasser des fleurs dans un jardin, et on se dit qu'elle est dans son jardin et qu'elle cueille ses fleurs à elle. Et en fait, on se rend compte qu'elle est juste dans un jardin public. Il y a un agent de la sécurité qui vient lui dire « Non, mais vous n'avez pas le droit de couper les fleurs, madame. » et tout. C'est très marrant. Alice David qui jouait cette fille, hein, donc la fille rêvée par le héros, hein, qui s'appelle Jeu. C'est son dénominatif, il n'a pas d'autre nom que Jeu. Et qui, elle, justement, est un peu le déclencheur de cette saison 2. De cette saison 2. La saison 1 s'est arrêtée sur un énorme clash. Oui, tout à fait, ouais. Donc maintenant, c'est la fille qui l'a perdue. Hein, et cette fille qui l'a perdue, elle s'est servie de cette rupture traumatique pour lancer une super carrière de réalisatrice comédienne et tout ça. Donc elle réussit à mort, elle est sur toutes les affiches dans le métro et tout ça, et lui, il doit vivre avec cette culpabilité de si elle est si célèbre et si aimée, c'est parce que lui a été si nul avec elle, quoi. Donc voilà, pas mal de personnages comme ça qui reviennent aussi, hein, comme le vrai frère de Ken Kojandi, Kevan Kojandi. Toujours le père, la mère, etc. L'oncle, joué par Éric Logérias, l'oncle gros bof. Et d'ailleurs, des acteurs qui ont été choisis pour représenter les personnages plus jeunes.
qui je trouve particulièrement juste dans Ouais, c'est bien fait. la direction qu'ils ont été pris. Et puis voilà, évidemment, il y a des nouveaux. Il y a Laura Felpin, il y a Jean-Paul Rouve qui est très attendrissant. Il y a aussi Alexandre Astier, Doria Tillier. Donc il y a aussi des grands noms qui sont venus se rajouter à l'équation. Bref, des acteurs confirmés, mine de rien. Ouais, moi, si je devais avoir une toute petite réserve, c'est que le retour d'Alexandre Astier, surtout dans le rôle d'un psy un peu alcoolo qui donne des conseils dans un bar, sur un coin de table et tout, je trouve que c'est un rôle hyper attendu pour Alexandre Astier et que du coup, il fait un peu de la parodie d'Alexandre Astier. En revanche, celui de Jean-Paul Rouve, ça m'a bouleversé parce que c'est le voisin dont on se méfie par défaut. C'est-à-dire que quand on vit dans des immeubles parisiens, par défaut, on déteste ses voisins, on pense tous qu'ils sont nuls, qui nous espionnent, qui nous veulent du mal et tout ça. Et en fait, il se rend vite compte, au bout de 2 ou 3 épisodes, que c'est un gars qui vit seul et qui a besoin d'avoir des voisins et qui en fait, est assez touchant. Et au fait, Kian Kojandi, sa présence dans l'immeuble, dans l'appartement d'à côté, devient une sorte de seconde chance pour ce personnage. C'est vraiment très très touchant, ça est très vrai. Voilà, et puis pas mal de visages qui viennent faire juste un petit caméo, comme Aurel San, Gringe, Jonathan Cohen ou Grégoire Ludig du Palmacho. Enfin, voilà, ils sont pleins, on va pas pouvoir tous les citer. Oh non, mais c'est une petite famille, Kian Kojandi, maintenant. En 13 ans, il a fréquenté un certain milieu d'artistes et on sait que tous ces gens-là sont un peu interconnectés. À l'évidence, enfin moi je m'attendais à les voir tous, quoi. Pour conclure, pas mal d'ouvertures en fin de saison. Est-ce que le journaliste cinéma que j'ai en face de moi a vu les marqueurs d'une potentialité de saison 3 ou tu penses que c'est une ouverture juste ouverture ? Je pense que c'est quelqu'un qui nous dit « Moi, quand ma vie se prend un mur, je m'assieds et je fais un projet. » Et c'est pas exclu que ma vie se prenne encore un mur, peut-être pas à 50 ans tout rond, mais qu'il y ait des choses, des déflagrations qui viennent bouleverser ma vie et que je m'en resserve, peut-être pour faire une autre saison de Bref, mais il faudra attendre longtemps parce que c'est le procédé. Il faut qu'il vive pour pouvoir mettre en scène et mettre en image qu'il a vécu. Donc ça va prendre du temps, quoi qu'il arrive. Et puis les personnages secondaires se sont un petit peu étoffés, mine de rien. Absolument. Des personnages féminins particulièrement bien écrits, ce qui manquait peut-être un peu, qui était plus des faire-valoir dans la saison 1. Là, on sent que il y a une vraie... il se tourne vers sa coloc énormément. Ouais. Sa coloc devient très très importante. Ouais. Donc voilà, Bref 2, vous l'aurez compris, nous a séduit. Que vous ayez aimé la saison 1 ou pas, vous pouvez, je pense, vous lancer dès ce 14 février sur Disney+. C'est aujourd'hui. Voilà, dans la vision de cette saison 2. Et puis, tous les épisodes de la saison 1 ont été rajoutés au catalogue Disney+. Donc, ne vous privez pas si jamais vous voulez tout rattraper dans l'ordre. Voilà, que dire de plus, je vous propose de laisser maintenant Kian Kojandi et toute sa troupe pour les resorts paradisiaques de The White Lotus. C'est une petite séance de rattrapage, Gauthier, puisque tu nous parles d'une série à succès parmi les plus récompensées de ces dernières années. Et donc, on en parle pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, saison 3. Absolument, oui. The White Lotus est une série qui est un petit peu difficile à pitcher. On peut vous dire que ça se passe dans des hôtels de luxe un peu partout dans le monde. Ces hôtels s'appellent White Lotus. C'est la chaîne d'hôtels qui accueille des gens richissimes. Je vous propose peut-être d'en écouter quelques extraits. Notre hôtel est le meilleur au monde. À la fin de la semaine, vous serez complètement transformé. À la Thaïlande et à de nouveaux moments mémorables. C'est une dinguerie ici. C'est à ça que devrait ressembler notre vie. Je suis si heureuse. Tous mes bébés, ils sont tous là. J'espère que vous aimerez la Thaïlande. D'habitude, on va dans les Caraïbes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces hôtels de gens richissimes ? C'est ça qui est un petit peu difficile à décrire parce que, au fait, chaque série, chaque saison, ce sont des destins croisés de gens très riches qui se retrouvent là. Ils se retrouvent là pas par hasard. Certains, c'est des vacances, d'autres, c'est un voyage de noces, d'autres, c'est un deuil. Il y a un personnage de Jennifer Coolidge qui veut faire le deuil de sa mère en venant à Hawaï verser les cendres de sa mère dans la mer, justement. Jeu de mots qui n'est pas possible de faire en anglais, donc c'était pas à dessein. Mais
Il y a aussi, on voit aussi beaucoup des coulisses de cet hôtel, puisqu'on est aussi avec le gérant de l'hôtel, la réception, les gens qui sont là pour faire des soins, le spa et tout ça. Ça, on voit ça dans les 2 saisons. La saison 2 va même un petit peu en dehors de l'hôtel, parce qu'on voit des gens qui sont un peu des parasites des hôtels de luxe, comme des prostituées locales qui veulent à tout prix rester dans les halls pour pouvoir séduire justement les riches vacanciers. Donc il y avait un côté en particulier sur la saison 1 qui peut-être parfois m'a été un petit peu difficile, parce que il faut voir ça un petit peu comme une comédie méchante. Et moi, les comédies méchantes, j'ai un peu du mal à rester très longtemps avec que des gens qui sont méchants. Mais c'est aussi nécessaire pour pouvoir se moquer des travers des gens qui sont extrêmement riches, parce qu'on parle pas là de gens qui sont juste un peu la bourgeoisie aisée, hein. On parle de gens qui ont énormément de pognon et qui donc vont passer des vacances à l'autre bout de la planète pour faire du spa et sauter dans la piscine, quoi, en gros. Et on a quand même une galerie de personnages, très riche, assez large, avec des motivations assez variées, pour que ça devienne comique, grinçant, parfois trash, hein, même dans la saison 1, un peu moins dans la saison 2. En les accompagnant, on arrive non seulement à déceler leur côté humain, c'est-à-dire ce qu'ils sont même en dehors de leur très grande richesse, mais on arrive surtout à déceler comment leur condition sociale leur a complètement roulé dessus et a fait d'eux des gens un petit peu grinçants, horribles, qui ne s'en rendent pas compte, au fait. Et surtout, ce qui m'a plu, moi, c'est que silencieusement, en dessous, en toile de fond, on va dire, il y a un drame qui se passe, qui est le drame de la frontière qu'il y a entre le tourisme et le colonialisme, hein, finalement. La première saison se passe à Hawaï, et on sent bien à quel point c'est pas très OK de venir là juste pour faire bronzette, pendant que cet hôtel a été construit sur des terres qui appartenaient aux indigènes et qui leur ont été volées. Comment les indigènes sont relégués au rang de simples serveurs dans cet hôtel. Comment il y a un vrai drame de Hawaï qui est raconté derrière cette saison 1. Mais parce qu'effectivement, c'est une série d'anthologie, et donc vous pouvez regarder la saison 2 indépendamment de la saison 1, à une histoire près, on va dire. Ouais. Et la saison 2 se passe, elle, en Sicile, sur la côte est de la Sicile, et la saison 3, elle, qui est celle qui sort cette année, c'est prévu en Thaïlande. D'accord. Voilà, donc pareil, à chaque fois, c'était quand même des lieux particulièrement bien mis en scène. La photo est magnifique, les décors sont somptueux, c'est sûr que ça vend du rêve, mais derrière le vernis, comme tu disais, il y a quelque chose d'un petit peu, mais oui, un petit peu grinçant. C'est-à-dire qu'on filme surtout des super gros ricains qui ont fait un trajet pas possible en avion et qui n'en ont rien à foutre de leur bilan carbone, et qui sont venus piétiner une terre qui n'est pas à eux et avec laquelle ils n'ont aucune attache, dont ils se foutent un peu complètement, dont ils viennent profiter, au fait, simplement. Même si en saison 2, il y a quelqu'un qui est à la recherche de ses origines aussi. Oui, il y a ça, mais on sent que les origines sont tellement distantes qu'elles deviennent un peu factices, tu vois. C'est un peu le tourisme, de sa propre famille, de ses propres origines, de sa propre généalogie, tu vois. C'est la généalogie fun, quoi, touristique. C'est un petit peu comme si moi, j'allais au Danemark à la recherche de mes origines vikings, tu vois. Enfin, tout ça est trop loin, évidemment. Je rappelle que dans la saison 1, tu l'as dit, il y a Jennifer Coolidge qui sert de lien entre les 2 premières saisons, d'ailleurs. Ouais, et qui a été primée. Qui a été largement primée. Ouais, la série est très récompensée dans les cérémonies anglo-saxonnes. C'est mérité, hein, parce que quand même, le personnage qu'elle compose est totalement fou. Et dans la saison 1, on retrouvait aussi Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Steve Zahn. Dans la saison 2, on a Michael Imperioli, Aubrey Plaza, il y a aussi Simona Tabasco, t'en as parlé, des acteurs italiens en l'occurrence, qui venaient renforcer le casting. Dans la saison 3, on attend Walton Goggins, Michelle Monaghan, Patrick Schwarzenegger, Charlotte Lebon ou Jason Isaacs. On a quand même un casting qui s'épaissit chaque année. Oui, et puis alors moi qui l'ai rattrapé récemment, pour en parler ici, j'ai été frappé de voir Sydney Sweeney dans la première saison, parce qu'elle a dû se tourner vers 2020-2021, un truc comme ça. Et je me disais, c'était encore Sydney Sweeney à l'heure où Sydney Sweeney n'était pas l'actrice bankable qu'elle est devenue maintenant. C'est avant Euphoria, quoi. Ouais, c'est peut-être
parallèle d'Euphoria, mais c'est surtout avant qu'elle devienne cette icône là du cinéma américain. Maintenant, enfin, on sait qu'elle fait partie des actrices. Si on la met sur une affiche, c'est bon, le film va se rentabiliser, quoi. Donc, je rappelle, donc, la saison 3 de The White Lotus sort le 17 février. C'est sur Max, hein, c'est le savoir-faire HBO traditionnel. Hein. Et du coup, c'est une série qui est, mine de rien, portée, et écrite et réalisée par Mike White. Mike White, c'était notamment le scénariste de grosses comédies avec, comme Rock Academy ou Supernacho, avec Jack Black. Et on ne retrouve pas cet esprit-là. Si, par petites touches. Je trouve qu'il y a des moments où la série vrille dans une sorte de comédie qui va beaucoup trop loin, avec des plans où on se dit mais attends, c'est pas possible là. Il y a, par exemple, dans la saison 1, il y a un personnage qui est persuadé d'être atteint du cancer des testicules, et pour nous introduire cette problématique, on a un gros plan sur lui qui se tient le machin. Et ça, tu vois, c'est tellement in your face, enfin c'est tellement frontal que tu te dis ok, il y a des moments où le ressort comique qui est derrière la caméra peut pas s'empêcher de mettre les pieds dans le plat un peu. Ouais, ou même le majordome, enfin le maître d'hôtel principal qui se retrouve embrigadé dans des aventures et qui finissent par aller beaucoup trop loin. Cacophonique. Voilà. Merci Gauthier pour cette recommandation. Ça s'appelle The White Lotus et c'est donc disponible sur Max. Je vous propose maintenant d'enchaîner tout de suite avec les sorties de la semaine. Une semaine un petit peu spéciale, mon cher Gauthier, puisque cette semaine, nous n'avons que des longs métrages, des films, qu'ils soient d'animation ou en live filmés, mais pas de séries. Enfin, il y en aura quelques-unes en vrac, mais notre sélection, en tout cas... Tu me connais, ça fait du bien de parler de cinéma. Hein. Mais voilà, écoute, alors le premier, je suis pas sûr que ce soit exactement ta tasse de thé, puisqu'en attendant la saison 4 de The Witcher, Netflix revient dans l'univers du sorceleur avec un long métrage animé baptisé Les Sirènes des Abysses. Alors pour le coup, il y avait déjà eu un animé qui s'appelait Le Cauchemar du Loup en 2021, qui parlait du mentor du personnage principal de The Witcher. C'était donc un flashback et c'était un scénario inventé. Là, on est sur l'adaptation d'une nouvelle, des romans originaux. Et le doubleur qui prête sa voix à Geralt, c'est celui qui est très apprécié, celui qui double le personnage dans les jeux vidéo. Par contre, l'actrice qui joue Anya Chalotra, voilà, et Joey Batey, c'est les deux acteurs et actrices qui ont les rôles principaux de la série The Witcher. Donc, ils ont un petit peu mixé tout ça. C'est à voir sur Netflix pour tous les fans de fantasy, éventuellement, en attendant la saison 4. Effectivement, ça sonne comme un wagon d'un train en marche dans lequel on peut pas monter par ce wagon. Hein. Ouais, c'est des nouvelles. Donc, on peut se dire, mais toute la mythologie de The Witcher est quand même assez complexe. Oui, il vaut mieux prendre ça au début. Et il vaut mieux jouer au jeu que regarder Netflix. Je l'ai pas dit. Netflix, c'est de très bonnes choses, peut-être pas The Witcher. Alors, en tout cas, l'animé, c'est le 11 février. Le 12 février, toujours sur Netflix, on change de décor, on revient sur un décor plutôt White Lotus. Lune de miel avec ma mère, mais c'est donc en version française. Pourquoi ? Parce que c'est une comédie familiale française qui déplace un peu le mythe de la Saint-Valentin, puisqu'on parle de relation mère-fille. Alors attention, pas de relation bizarre. Non, bien sûr, j'avais compris. Mais voilà, pensez donc, abandonné à l'hôtel par sa fiancée, reparti dans les bras de son ex, Lucas, qui est joué par Julien Frison, qui a déjà sa lune de miel de réservée, décide d'y partir avec sa maman, incarnée par Michel Larocque. Un scénario donc prétexte à de nombreuses péripéties de quiproquos. C'est un film Netflix à voir, qui est réalisé par Nicolas Cuche, à qui on doit notamment Un homme à la hauteur. Voilà, donc c'est dispo à partir depuis mercredi dernier. Voilà, je sais pas si ça te séduit plus. Le pitch est marrant, mais enfin, j'ai quand même du mal à acheter la situation, quoi. Si on se fait larguer avant son voyage de noces, on va pas quand même bénéficier du voyage de noces avec sa mère. C'est horrible. C'est le pitch. Pourquoi pas ? Parce que si t'es pas remboursé, t'envoies des copains, tu fais quoi ? Ouais, j'irai pas, moi. Fais-en cadeau à quelqu'un d'autre. Le 13 février, donc depuis hier, jeudi, et à Contresens Londres. C'est un spin-off. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que à Contresens 2, parce qu'il y a eu 2 à Contresens tout court, à Contresens 2, c'est le titre international original de la plateforme Prime, le plus regardé de l'histoire de la plateforme. Ouais. Donc, pareil, ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est réalisé par Charlotte Fassier et Danny Guidwood. Ça ne te parle peut-être pas, mais ce qui peut te parler, c'est l'histoire. C'est l'histoire, attention, faut me suivre. Une Américaine, c'est l'héroïne, qui suit sa maman à Londres, d'accord, et elle va tomber amoureuse du fils du nouvel amant de sa maman. D'accord. Donc en fait, la maman, elle tombe amoureuse. Et elle suit son nouvel amant à Londres et elle amène sa fille et sa fille tombe amoureuse du fils qui est un bad boy notable, mais surtout le papa sort de prison, il est bien décidé à retrouver sa famille. D'accord. Pareil, assez capillotracté, pourquoi pas imaginer une famille qui est à la fois une famille et 2 couples sur 2 générations. Ça me paraît... Pourquoi les gens se font ça? 2 autres propositions, et là je suis sûr que tu vas me suivre sur celle qui suit, et les 2 sortent aujourd'hui. Donc vous savez ce que vous regardez, non pas ce week-end, mais vous savez ce que vous regardez ce soir et demain soir. Ah. Pourquoi ? Parce que sur Apple TV+, il y a un film qui s'appelle The Gorge. The Gorge, déjà, c'est un casting assez sympathique, puisqu'on va y retrouver Anya Taylor-Joy et Miles Taylor. Et Sigourney Weaver. Super. C'est dans un rôle plus secondaire, mais Sigourney Weaver quand même. C'est un film d'action et de science-fiction et je vais te faire c'est réalisé déjà par Scott Derrickson. C'est le monsieur qui avait fait Doctor Strange ou L'exorcisme d'Emily Rose, Sinister, Black Phone, des films plutôt sombres. Oui. Et c'est tout le sujet, justement, puisque l'histoire raconte 2 agents d'élite qui sont déployés dans des tours opposés, de chaque côté d'un énorme gouffre dont on ne voit pas le fond, perdu dans la brume, etc. Et les 2 sont seuls et n'ont pas le droit de communiquer. Quand tout d'un coup, petit à petit, la solitude fait qu'ils vont se mettre à jouer un petit peu, à s'envoyer des messages, etc. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que le gouffre qu'ils doivent surveiller, c'est sans doute l'ouverture des enfers, et que donc leur job est particulièrement important. Voilà, donc ça s'appelle The Gorge, un gros film d'action de plateforme, donc sur Apple TV+. Et à côté, on a Takeshi Kitano, figure-toi, qui n'est pas mort. Ah bah non, mais je sais bien. Non, mais pas mort non plus en tant que réalisateur. Il fait toujours du cinéma et il propose cette semaine sa dernière excentricité sur Prime Video, figure-toi, alors que le film a été montré à Venise. Ah d'accord, il s'appelle comment ? Il s'appelle Broken Rage. D'accord. Il s'appelle Broken Rage et ça devrait plaire, je pense, aux fans de Tarantino, parce que c'est un film un peu concept avec 2 histoires. En tout cas, une première partie où on va suivre un tueur à gages dans l'exercice de ses fonctions et comme le cinéaste nous a habitués à des frasques un petit peu, on va dire, caustiques, on a une relecture sous forme de récit par le principal intéressé de tout ce qu'on a vu avant, mais sur un ton humoristique. Ah d'accord, c'est chouette. Moi je suis très content de voir que les films de Takeshi Kitano peuvent atterrir sur les plateformes. Il y a quelques années au Festival de Cannes, j'avais vu un de ses précédents films qui s'appelait Kubi, qui était un chambara. Rien à voir avec les cubides rouges, voilà. Ça ne s'écrit pas pareil même. C'est ça. Et j'avais bien aimé ça, j'avais trouvé que c'était un film assez chouette. Mais il est jamais sorti en salle en France. Les distributeurs ont dû se dire ça va être difficile à vendre, quoi. Et j'étais même déçu qu'aucune plateforme. Peut-être qu'il y a une plateforme qui l'a pris. Il faudrait que je vérifie ça. Mais je suis content que Takeshi Kitano puisse trouver la providence en France sur nos plateformes. C'est très bien. En tout cas, c'est disponible donc depuis ce vendredi 14 février sur Prime Video. Broken Rage de Takeshi Kitano. Si vous aimez les films de gangsters, c'est peut-être l'étui de votre revolver, la chaussure de votre pied. J'ai pas trouvé de meilleure métaphore. En vrac, il y avait quand même quelques séries avec la fin, saison 6 partie 3 donc de Cobra Kai, mais aussi la saison 8 de Love is Blind. Tout ça, c'est sur Netflix. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais alors Gauthier, je te propose de rester assis bien confortablement sur ton siège, car aujourd'hui, c'est donc toi qui vas passer l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Gauthier Jorgensen. Je ne bouge pas.
Gauthier, inutile de te rappeler le concept, Bah, mais je vais quand même le répéter pour nos auditeurs et auditrices qui pourraient découvrir l'émission par ce numéro 14 de Originals. Il y a 13 numéros à rattraper. 10 questions, donc, pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? bah non, je le serai jamais, mais allons-y, quoi. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire. Qu'est-ce qui t'attire le plus sur les plateformes ? Dans un premier temps, ça a été les films, parce que je m'y suis vraiment mis au moment où il y a eu toutes les annonces de, tu sais, Martin Scorsese, il va enfin pouvoir tourner son film de gangster avec Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci sur Netflix. Et là, je me suis dit, attends, c'est une dinguerie, ça veut dire qu'il y a un espace de liberté et de créativité pour ces réalisateurs sur les plateformes, et que maintenant, ils vont nous faire des projets qui vont ne vivre que là. Donc, il faut absolument que je les suive. C'était pour suivre des réalisateurs au départ. Ou David Fincher, que tu avais récompensé Absolument. avec le syndicat de la critique. Ouais, absolument. L'année dernière, on avait filé le prix du meilleur film de plateforme à The Killer de David Fincher. Il nous avait déjà fait un film uniquement plateforme avec Manque. Bah, lui, il est 100% plateforme maintenant, mais il s'en cache pas. Hein. Il reviendra pas au cinéma, normalement. Donc oui, il y a des très très grands noms maintenant qui sont sur les plateformes. Et c'est des très grands noms que je veux pas perdre de vue. Par exemple, mon réalisateur préféré, moi, qui est Danny Boyle, il a fait toute une série sur les Sex Pistols sur Disney+. Voilà, c'est son dernier projet en date, parce qu'il n'a pas fait de film depuis Yesterday en 2019. Donc c'est très important pour moi. C'était vraiment pour suivre les artistes que j'aimais le plus. Voilà, et les suivre là où ils s'expriment, où ils continuent de s'exprimer. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait passer le pas, justement, pour intégrer toutes ces plateformes à tes habitudes ? On a compris que c'est les grands réalisateurs, mais est-ce qu'il y a peut-être une œuvre marquante qui fait le déclic ? Ouais, absolument. Déjà, ça a été compliqué pour moi parce que dans un premier temps, comme j'étais journaliste cinéma, exclusivement cinéma, j'étais assez réticent à l'arrivée des plateformes, surtout quand elles n'étaient pas vertueuses dans notre économie. Donc j'ai pas vu ça arriver d'un très bon œil, et même pendant tout un moment je pense qu'on avait Netflix à la maison, mais que par postulat je regardais pas, c'était exclusivement ma femme qui regardait. Et je pense que au moment où il y a eu Stranger Things sur Netflix en 2016, si je me trompe pas, je voyais bien quelle place ça prenait chez mes collègues, même pas uniquement chez mes collègues, mais tout le monde en parlait. Comme on dit, à la machine à café. Oui, à la machine à café, mais même, enfin, t'en entends parler dans la rue, tu vois des affiches, tu vois que ça préoccupe, qu'il y a des discussions sur Internet autour de ça, que ça préoccupe tout le monde. Et là, je me suis dit, je suis en train de louper un phénomène de société, au fait. Je suis en train de pas être dans une conversation qui m'intéresse beaucoup. Rarement, mais parfois je peux me dire ça du football, par exemple, tu vois, quand il y a des coupes du monde où tout le monde suit, t'as plus accès à tes copains, tu vois, ils sont tous derrière leur télé avec une bière, ils se réunissent ou ils vont dans des bars et tout ça. Il y a un moment où t'es obligé de les suivre. Tu finis par dire ouais, j'aime pas le football, mais enfin quand même, il faut que je m'intéresse 2 secondes au truc. Bah là, c'était un peu pareil. Avec Stranger Things, je me suis dit, je suis encore dans cette posture du mec qui n'aime pas les plateformes. Allez, déride-toi et regarde ce que tout le monde regarde là. La proposition, après elle te plaît pas, mais en tout cas, regardez la proposition. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de proposition, plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour des séances de rattrapage ? Alors, on va séparer en deux. Tu te doutes bien que depuis quelques semaines en particulier, je consomme énormément de nouveautés pour alimenter un certain podcast. Un podcast original ? Ouais, il est très original ce podcast. Donc oui, je consomme beaucoup de nouveautés en ce moment. C'est vraiment le boulot de consommer de la nouveauté. On a aussi vu des trucs qui nous plaisaient pas forcément. Oui, bien sûr. Quand tu regardes de tout, tu regardes surtout des mauvaises choses. Hein, je le sais mieux que personne. Mais le fond de catalogue, c'est pour mon plaisir à moi. Si j'ai un moment où je me dis, tiens, là, tu as le temps de regarder un truc, je vais pas me dire, bon, bah, utilise-le à bosser et à te binger une série que tu dois voir pour l'émission ou pour le boulot. Je me dis, bah non, bah, je vais regarder quels films sont à ma disposition, quels peut-être documentaires, quelles vieilles séries je pourrais peut-être rattraper. Et donc, pour le plaisir, c'est plutôt le fond de catalogue. Est-ce que malgré tous tes abonnements, tu loues encore des VOD par exemple ? J'en ai jamais loué. J'en ai loué de rares fois. Et les rares fois où j'en ai loué, j'ai été très contrarié par les interfaces.
Je trouve ça terriblement difficile de louer une VOD. Je me souviens d'un délire kafkaïen qui m'avait pris toute une soirée parce qu'un de mes neveux voulait regarder Aliens de James Cameron en VO ou en VF, je sais plus, et que ça m'avait pris toute la soirée littéralement de trouver la bonne version, alors que t'es là, t'es de bonne volonté, t'es sur le site, t'as ta carte bleue et tout ça. C'est juste un processus extrêmement pénible. Après, ça fait longtemps que j'ai pas essayé. Peut-être que la VOD est devenue beaucoup plus intuitive et tout ça. En tout cas, je trouvais que c'était surtout un problème d'interface. Moi, je suis pas très compétent avec la modernité. Et avec, je sais pas payer sur smartphone, faire des trucs comme ça, quoi. Je vois qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi. Je me dis souvent que pour les gens comme moi, les interfaces de VOD, c'est un enfer, quoi. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont vieux et nuls avec la technologie. Il faut leur rendre service, quoi. Quel est ton rapport au cinéma cette fois, le cinéma en salle, depuis que tu as intégré justement tous les contenus de plateforme? Bon, alors moi, tu sais que c'est mon métier, donc il n'y a pas de baisse, de chute de ma consommation de cinéma sur grand écran. La seule chute qu'il y a eu récemment depuis qu'on se met, toi comme moi, à consommer énormément de contenu de plateforme, c'est qu'avant, il y avait les films que je voyais en projection de presse, donc avant qu'ils sortent, pour pouvoir justement les traiter dans ma vie professionnelle. Et puis il y avait les films que je passais à côté en projection de presse, donc je pouvais aller les rattraper au cinéma. Et récemment, j'ai découvert, mais c'est peut-être un passage dans ma vie, et ça reviendra peut-être, mais je n'arrive plus à me motiver pour juste moi-même aller au cinéma voir un film que j'aurais loupé. J'en laisse passer beaucoup, surtout en ce moment. Ce qui t'intéresse moins peut-être de base ? Ouais, mais c'est absurde, tu vois, en ce moment, il y a Enfant Phare qui fait des millions d'entrées, qui a une longévité exceptionnelle. J'aimerais bien l'avoir vu, tu vois, mais avec tout ce que je bouffe en contenu, j'ai du mal à me dire, là, ma petite soirée qui est bien peinarde, je vais me sortir dehors juste pour moi, juste pour aller tout seul au cinéma, me renseigner sur ce film, tu vois. J'ai un peu, pour le moment, perdu cet appétit-là. Le seul appétit que j'ai pas perdu, c'est pour mon fils. J'ai très envie de l'emmener au cinéma et je l'emmène toujours voir ce qui est bon pour son âge et qui vient de sortir, quoi. Plutôt serial binger ou consommateur raisonné ? Exactement la même réponse que pour le fond de catalogue ou les actualités. Serial binger par professionnalisme, professionnellement serial binger. En revanche, si tu me laisses consommer à ma vitesse à moi, je suis un consommateur extrêmement modéré, moi. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports, quel est ton support favori pour regarder des contenus de plateforme ? Alors déjà, l'idée de regarder quoi que ce soit sur un téléphone, ça n'entre pas dans mon cerveau, c'est impossible. J'ai jamais eu de tablette, c'est encore un truc technologique avec lequel je suis pas très bon, moi, donc j'ai du mal avec ça. En revanche, c'est vrai que je consomme à la fois sur ma télé du salon et à la fois sur mon ordinateur. Là, vous entrez dans mon intimité, c'est un petit peu en fonction de ce que je suis en train de faire. Dans l'idéal, je préfère regarder les choses sur la télé de mon salon. En plus, j'ai une super télé, donc c'est très agréable. Mais parfois, il se trouve que je fais un peu de sport tous les jours et que quand je fais du sport, je préfère prendre mon écran d'ordinateur et le caler là où je peux faire du sport. Et c'est pas forcément devant ma télé que j'arrive à bien faire du sport. Donc voilà. Est-ce que les productions de plateforme, c'est un sujet de conversation avec tes proches ? Alors encore une fois, en dehors de tes activités professionnelles, bien évidemment. Ouais, mais on se livre, mais je pense que c'est en partie la raison pour laquelle j'ai voulu créer ce podcast avec toi. Ça devient hyper nécessaire. C'est en partie ça, c'est en partie parce que tout le monde en parle maintenant et que c'est dans la vie de tout le monde, c'est dans la vie de mes parents, c'est dans la vie de ma femme, c'est dans la vie de mon fils, c'est dans la vie de tout le monde, de tous mes amis et tout ça. Et c'est aussi parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de critique consacrée à la plateforme en particulier. On voit très bien ce que c'est que des critiques consacrées à la télévision, on voit très bien ce que c'est que des critiques consacrées au cinéma. Je voyais bien que ma profession avait du mal à savoir par quel bout prendre les plateformes. Et moi, je me suis dit, on n'a qu'à simplement faire aussi de la critique qui s'y consacre exclusivement, voilà, quoi. Une troisième voie plutôt que de faire un peu tout. Voilà, exactement. C'était mon idée, mais donc voilà. Question business. Comment est-ce qu'on récompense justement toutes ces productions ? On crée des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent. On fait une nouvelle cérémonie peut-être. C'est quoi voilà, imagine, tu as les clés, tu as le budget. Tu t'encourages quelle proposition ? C'est quoi ton concept là-dessus ? Tu sais que
Donc c'est un questionnaire que j'ai élaboré avec toi. Ah bon? Et cette question est celle que je redoutais le plus parce qu'elle m'arrive dessus. Et... Surtout qu'il ne reste que 2 minutes. Ouais, voilà. Donc vraiment, je la redoutais terriblement. Disons que, de mon point de vue, je trouve qu'il faut décerner des prix consacrés exclusivement aux plateformes, au contenu de plateforme. Et je trouve même que dans l'idéal, il faudrait des festivals de contenu de plateforme, des remises de prix de contenu de plateforme. Mais Caroline Vier, qui était là il y a quelques émissions, disait c'est stupide, on va pas créer des cérémonies de plus. Déjà, il y en a assez comme ça. C'est un vrai argument, hein, je l'entends. Mais en fait, c'est assez naturel du côté de la télé de prendre les séries de plateforme et de les récompenser aussi, parce que c'est deux choses qui existent au format télé. Alors que les films, c'est plus compliqué, parce que maintenant, il y a les films qui sont sur les plateformes, il y a aussi des téléfilms, ça a toujours existé, et il y a des films de cinéma. Donc il y a 3 types de films, de l'histoire des Césars, ou du Festival de Cannes, pardon. On s'est jamais dit qu'on allait récompenser au même titre les films et les téléfilms, ça n'a pas de sens. Même si un gars qui fait un téléfilm, il fait les choses bien, et il espère voir son téléfilm un jour sur grand écran ou je sais pas trop quoi, c'est quand même pas la même chose, si tu veux. Donc je peux pas m'y résoudre. Moi, je voudrais vraiment je voudrais déjà que ces contenus soient primés, mais je voudrais qu'ils arrêtent de se disputer des trucs qui sont pas disputables. Je veux une Palme d'Or, je veux mon Oscar, je veux mon César. Tu prends pas les mêmes risques. Un film de cinéma, ça se voit au cinéma. Un téléfilm, ça se voit à la télé. Donc un film de plateforme, ça se voit sur les plateformes. J'entends que quand David Fincher il fait The Killer, il a pas envie de faire un film de plateforme. Il veut juste faire le meilleur film, le plus compétent et tout ça. Mais il choisit la voie de la plateforme. Donc in fine, je trouve que c'est pas la même chose et qu'on peut pas mettre tous les crabes dans le même panier. C'est pas possible, quoi. Et la dernière question, facile à poser, rappelle-toi, mais difficile à répondre. Ouais. Quelle est ta plateforme préférée, Gauthier ? Là, je vais y aller assez franco. Je vais dire que c'est Netflix, ma plateforme préférée, et pas du tout pour des questions de contenu. Vraiment, je trouve que toutes les plateformes sont complémentaires, qu'il faut toutes les avoir. Elles sont toutes très intéressantes, elles proposent toutes des choses qui moi, m'intéressent en tout cas. Mais Netflix, on sent chez Netflix qu'il y a plus de métiers que chez les autres, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Et on sent, notamment, c'est stupide à dire, mais toutes mes autres plateformes, elles plantent régulièrement. Et ça arrive de planter, tout logiciel plante, si tu veux, toute application plante. Mais Netflix, il plante presque jamais. Et ça, je trouve ça agréable. Le fait que Netflix ne me vende pas tout de suite sa dernière nouveauté, mais s'adapte beaucoup mieux à mes envies, je trouve ça très agréable. Je trouve l'interface agréable. Je trouve que c'est hyper intuitif et facile à utiliser. Alors, je sais bien que toutes les autres plateformes, si elles se sentent agressées par ce que je viens de dire, elles vont se hisser au même niveau. Ça ne fait aucun doute. Mais pour le moment, je trouve que, oui, ça se voit que techniquement parlant, Netflix a les reins plus solides. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à toi. C'était Original saison 1, épisode 14. Et donc, j'en profite pour remercier, comme toujours, Magic Andou à la production et au Merci montage. Merci Andou, ouais. Et on remercie aussi Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Merci les copains. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animés et toujours plus de créations originales. Bye bye. Salut Romain.